Je vais être un peu extrémiste et vous ne m'en voudrez pas. La notion de valeur, c'est ce que vous, personnellement, vous êtes prêt à mettre sur la table pour reprendre une entreprise, plus ce que le banquier serait prêt à financer en dette LBO. Hors participation financière d'un venture capitaliste ou etc. Donc, en gros, je vais prendre une image, mais vous me comprendrez bien. Vous voulez acheter une affaire qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui vaut 5 millions d'euros. Pour prendre un exemple, vous avez 100 000 euros à mettre sur la table. L'affaire n'a pas de trésorerie et vous voulez être majoritaire. Surtout, présentez pas un dossier comme ça. Vous serez... voilà. Non, mais attendez, j'en ai vu. C'est pour ça que je me permets de parler comme ça. Donc ça, c'est important. Mais pour moi, si vous voulez, véritablement... la valeur, bon, il y a ce qu'on vous présente quand vous voyez le dossier au début, on vous dit voilà, nous on en veut tant, et puis après la valeur elle se construit. Et l'un des moyens de la construire, c'est d'aller voir votre banquier favori, puis de lui demander, ben voilà, cette affaire il la valorise à combien, et si vous deviez lever la dette avec lui, il mettrait combien? Là vous allez être fixé tout de suite. Merci. D'ailleurs, le banquier, est-ce que vous avez des... Je reviens toujours à vous. Est-ce que vous avez un barème, des critères parce qu'on disait que vous financerez peut-être que 33% de la valeur de l'acquisition, 20%, 16%. Avez-vous des critères bancaires secrets pour que les gens sachent... De secret, non, mais je vais laisser parler le spécialiste en la matière. Ouais. Comment vous financez une croissance externe lorsque vous avez un dossier devant vous et que vous dites voilà, mon apport propre c'est ça, et mon autofinancement c'est ça, combien êtes-vous prêt à mettre sur la table pour l'aider? En fait, je vais partir du point de départ évoqué par M. Yayaoui, où je partage complètement son approche. La détermination du prix, c'est pas le vendeur, c'est l'acquéreur. L'acquéreur, c'est sa capacité de mettre un apport, sa volonté d'investir. Et ensuite, c'est la dette que les banques sont capables de mettre en place. Et la dette que les banques sont capables de mettre en place, c'est très simple. Elle est liée à la capacité de remboursement de l'entreprise cible ou, dans le contexte de croissance externe, la capacité de remboursement du nouveau groupe constitué par l'emprunteur et la société cible. Donc en fait, derrière tout ça, ensuite on se projette sur la rentabilité future de ce nouveau groupe. Mais en fait, on a des approches assez basiques, c'est-à-dire qu'on va regarder un petit peu l'existant, comment on peut se projeter demain, dans un contexte, si on prend le cas d'aujourd'hui, dans un contexte économique dégradé, eh bien, on va se dire que demain, ce sera peut-être assez compliqué de faire aussi bien qu'aujourd'hui, donc on va se prendre un petit peu un cas de rentabilité dégradée, et on va regarder... le résultat net futur qui paraît réaliste sur les 2-3 ans à venir. Et à partir de ce résultat net, on va déterminer un montant global d'annuité que le nouveau groupe est capable de payer. Une capacité de remboursement. Et cette capacité de remboursement, comme nous avons l'expérience de la vie d'une entreprise qui est faite de haut et de bas, cette annuité, on va forcément souhaiter à ce qu'elle soit inférieure au résultat net qu'on estime raisonnable futur. Donc avec ça, c'est vrai que au final, la détermination du prix, elle est assez souvent faite lorsque l'acquéreur n'a pas la maturité pour estimer ce qui est réaliste. Et ben en fait, c'est les banques qui font le prix. Et c'est vrai que du coup, on a des sujets de transmission qui vont durer des années, parce que effectivement, il peut y avoir des facteurs psychologiques ou derrière la volonté du cédant de ne pas baisser le prix, c'est que derrière ça cache la volonté de ne pas transmettre, une volonté qui peut être inavouée, parce que c'est l'entreprise, c'est sa vie. Mais également, derrière tout ça, j'ai en tête un cas de figure récent, en fait, d'une opération qui a été mise en place l'été dernier, avec 2 repreneurs associés, amis de longue date, etc., qui avaient travaillé ensemble dans les groupes. Et ces 2 personnes étaient sur ce projet de reprise, je les avais rencontrés 2 ans avant. Et 2 ans avant, on avait travaillé ensemble un projet de reprise. Et au final, ils ont été écartés au dernier moment parce qu'il y avait un autre acquéreur qui avait proposé le prix souhaité, un prix plus ambitieux par le vendeur.
Et donc, nos 2 candidats ont été écartés, alors qu'il y avait eu une lettre d'intérêt signée, machin, bidule, tout ça. Et bon, ça ne s'est pas fait. Et donc le cédant est parti sur un autre projet de transmission, donc plus valorisant. Ça a duré. Et au final, ils n'ont jamais pu boucler le plan de financement. Et donc 2 ans après, le projet il a repris, avec nos 2 candidats initiaux. Mais compte tenu du contexte et du temps que ça avait pris, bah forcément, ils ont proposé un prix plus faible. Donc voilà. Mais là, on était dans un contexte où le cédant lâche passer, etc. Voilà. Monsieur Raza. Juste rajouter un point, d'abord rebondir sur ce que disait M. Colosier, c'est qu'effectivement, cette période de transition pour un cédant, elle doit être la plus courte possible, parce que lorsqu'un cédant se met en position de céder, il va forcément avoir un horizon qui est relativement court, et ça va bloquer ou freiner un certain nombre de ses actions. Je parle par exemple du développement commercial, du recrutement, de l'investissement. Donc si cette période-là dure 1 an, 2 ans, ça va. Si elle dure 10 ans et que pendant 10 ans dans une entreprise industrielle, vous ne faites pas de développement commercial et vous n'investissez pas, vous voyez ce que ça peut avoir comme impact sur la valeur de l'entreprise. Et puis le deuxième point, c'est que pour ce que je souhaitais souligner, c'était comment réconcilier finalement le cédant et le repreneur autour de la valeur de l'entreprise. Nous, on a pris le parti souvent de les associer. Alors ça paraît être une idée un petit peu bizarre, mais finalement sur le fond, elle n'est pas si bizarre que ça. Pourquoi ? Parce qu'un cédant, en général, il a besoin, je vous ai donné une illustration tout à l'heure, il a besoin d'un sas de décompression dans sa vie. Voilà, il ne veut pas couper totalement de sa vie antérieure, mais en même temps, il veut commencer à préparer l'avenir, quoi, et à prendre un peu de recul par rapport à l'entreprise. Et puis, il veut, si possible, être déchargé d'un certain nombre de choses qui le pèsent, par exemple le volet social. Et puis de l'autre côté, vous avez un repreneur qui débarque dans une entreprise qu'il ne connaît pas et sur lesquelles il y a un certain nombre d'inconnus, et il ne sait pas s'il va être capable de reprendre dans les mêmes conditions et de faire fonctionner l'entreprise dans les mêmes conditions. Je parle par exemple de l'expertise technique, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus compliqué, mais surtout du capital relationnel que le dirigeant d'entreprise cédant a su construire dans la durée. Et ce capital relationnel, il faut le transférer à un moment dans une PME, il faut le transférer sur un repreneur ou en tout cas sur un effectif qui est présent dans l'entreprise, et c'est souvent le repreneur qui est le destinataire de ce capital relationnel. Et donc on a là les ingrédients d'un projet commun. On peut dire, qu'est-ce qu'on dit au cédant ? On lui dit, mais monsieur le cédant, votre entreprise, oui, elle fonctionne bien aujourd'hui, oui, on veut bien croire qu'elle a des voies de développement qui sont intéressantes, eh bien nous avons, nous, un acquéreur qui va être capable de les mettre en œuvre et de les explorer, ces voies de développement. Et qui, si vous vous associez avec lui, vous serez 2, justement, et donc vous allez renforcer et tout simplement donner plus de moyens à l'entreprise pour arriver à ce développement-là. Et ça permet, cette association, de les réconcilier, c'est-à-dire de dire, de faire tout simplement, plutôt que de les mettre face à face sur un sujet, de les mettre côte à côte et de les faire travailler sur un projet commun. Et tout ça dans l'intérêt à la fois du cédant, parce que lui va conserver une participation de son entreprise, donc il va toujours avoir éventuellement un rôle dans l'entreprise, et surtout, il va avoir un intérêt au développement de l'entreprise, puisqu'il en conserve une participation. C'est dans l'intérêt du cédant, parce que lui, au départ, il aura moins à financer, déjà, donc ce sera moins lourd pour lui. Ensuite, il sera forcément rassuré parce que son projet aura été validé par le cédant, parce que si le cédant accepte de conserver une participation, eh bien c'est qu'il croit dans l'avenir de l'entreprise. Ça va rassurer les salariés, parce qu'il voit que finalement le cédant ne les quitte pas comme ça brutalement, et ça va rassurer de manière générale tout l'environnement et tous les partenaires de l'entreprise, à commencer par les clients et les fournisseurs. Donc voilà un des éléments qu'on essaie de construire. Alors évidemment, ce n'est pas simple, puisqu'on travaille sur de l'humain, mais c'est ce qu'on essaie de favoriser aujourd'hui. C'est vrai que c'est une excellente solution, ce que vous proposez là, mais comme on se l'est dit, c'est vrai que le seul bémol qui peut être là, c'est qu'un homme qui était patron 30 ans, 40 ans dans une entreprise, ou était paternaliste, ou familial, ou social, ou humain avec ses salariés, voir arriver un jeune peut-être,
ça peut créer une sorte de rivalité sur le plan de la tête de l'entreprise. Et c'est le seul risque qui peut exister. Il faut l'identifier d'entrée de jeu. Oui, tout à fait. Ça, c'est très clair qu'il faut qu'il n'y ait qu'un chef et que le chef soit identifié par rapport... que les personnes, aussi bien en interne qu'en externe, aient bien conscience qu'il n'y a qu'un chef. Et ce chef, c'est forcément le repreneur. Ça ne peut être que lui, puisque c'est lui qui représente l'avenir de l'entreprise. Donc il faut que le cédant, bien entendu, fasse sa mue intellectuelle et se dire, voilà, je suis toujours associé, j'ai toujours un rôle, éventuellement un rôle opérationnel, mais je ne suis plus le numéro 1. Voilà, il faut qu'il accepte cette position-là. Et vous avez raison, il faut que ce rôle, que ce fonctionnement soit bien établi au départ. Il est évidemment hors de question qu'on se retrouve avec deux dirigeants en compétition à la tête de l'entreprise. C'est évidemment l'échec garanti. Eh ben, merci beaucoup, monsieur Razin. Je vous remercie. Excusez-moi, je voudrais juste rajouter sur ce thème-là juste 2 éléments de réflexion. Dans les avantages et inconvénients d'une association avec un cédant qui se positionne généralement en associé minoritaire. Effectivement, ça a des côtés vertueux parce que ça facilite la transmission. Ça permet aussi de négocier une valorisation plus raisonnable. Sous-entendu, si l'affaire évolue bien, le cédant se refera la cerise sur la plus-value à la sortie de sa participation minoritaire. Donc il va pouvoir intégrer un prix plus faible sur la première partie de l'opération. Ça a des côtés forcément très rassurants pour l'acquéreur et pour les banquiers parce qu'on se dit que si le cédant accepte de réinvestir, c'est qu'il croit dans son entreprise et que l'entreprise donc elle est en bonne santé. Effectivement, comme inconvénient, on peut avoir le doublon des chefs, donc le positionnement n'est pas simple. Et on peut avoir aussi des difficultés, justement, si la reprise ne se passe pas bien. Si en fait il y a au final on découvre des choses, je ne sais pas, le carnet de commandes qui était mal tarifié et que finalement le carnet de commandes c'était rentrer des pertes, des choses comme ça. Et donc il y a des sujets juridiques qui s'amorcent en parallèle, par exemple la mise en œuvre de la garantie d'actifs et de passifs. Si vous avez votre cédant qui travaille toujours dans l'entreprise, c'est assez compliqué, c'est des périodes assez compliquées. Donc je dirais, c'est super vertueux d'avoir un cédant minoritaire, mais il faut avoir un plan B. Il faut avoir un plan B pour accélérer la sortie du minoritaire si ça ne se passe pas bien. Voilà. Eh ben, je vous remercie infiniment. Oh, merci. Ah. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Vous voyez que le club La Force d'entreprendre vous a concocté ce sujet qui est d'ailleurs l'actualité également aujourd'hui avec Vivendi, Numéricable et SFR. On est dans la même actualité même au niveau national. Je vous remercie vraiment de votre participation et j'en conclus cette matinée juste en remerciant donc l'ensemble des partenaires de La Force d'entreprendre qui sont donc MMA, Novo Nordisk, CIC Ouest, bien sûr Chartres Métropole, donc la CCI d'Eure-et-Loire, la Chambre des métiers, l'entreprise Excel Sound et bien sûr l'Éco Républicain que je représente ici. Je vous remercie infiniment et à très très bientôt.